Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie, Ondine Arnoux, pour votre invitation. Et je me lance immédiatement dans la lecture de mon texte. Il est bien connu que Nietzsche fait la connaissance de Lou von Salomé à Rome en avril 1882. Lors de la courte et intense période de leur relation, il apprécie sa présence d'esprit et sa capacité d'écoute. Il est captivé par sa vivacité intellectuelle et par son désir de vivre. Si la jeune Russe pense trouver en Nietzsche un homme brillant, susceptible de l'aider à accomplir sa formation, de son côté, Nietzsche espère avoir trouvé en elle, comme il consigne dans une lettre à Malvida von Meisenburg, une disciple, une héritière capable de prolonger son œuvre. Le but de cette intervention est donc double. À partir de l'analyse de l'ouvrage Friedrich Nietzsche à travers ses œuvres, conçues lors des entretiens de Lou Salomé avec les philosophes, nous comptons tout d'abord soulever la question de savoir dans quelle mesure, pardon, dans quelle mesure elle se présente comme sa disciple, en ce qui concerne la question de la relation entre la vie et l'œuvre. Ensuite, prenant en considération certains de ses écrits postérieurs, en particulier ses essais réunis dans l'ouvrage intitulé Eros, nous espérons évaluer jusqu'à quel point elle est une continuatrice de la pensée nietzschéenne quant à la façon d'envisager les rapports entre les hommes et les femmes. Dans son livre Friedrich Nietzsche à travers ses œuvres, Lou Andrea Salomé signale à plusieurs reprises le caractère religieux du philosophe. C'est à partir de cette perspective qu'elle examine certaines de ses idées, en particulier celle de la mort de Dieu, du surhumain, de l'éternel retour du même ou du philosophe créateur. De son point de vue, puisqu'il doit affronter les souffrances qui découlent de la perte de la foi en Dieu, Nietzsche convertit la nostalgie des dieux en un besoin de créer Dieu. La mort de Dieu se transforme ainsi en un désir de, je cite, la divinisation de soi-même. Entendant que l'être humain doit se dépasser, Nietzsche défend l'idée que pour ce faire, il doit préserver la force sauvage de l'inhumain et du subhumain. De cette façon, il sera en mesure de créer le surhumain qui n'est que, je cite, une illusion divine, un éclair passager. Abandonnant son projet de revenir à l'université à Vienne ou à Paris pour faire des études en mathématiques et en physique, ayant en vue de trouver un fondement scientifique pour sa pensée de l'éternel retour du même, Nietzsche finit par fonder cette pensée sur son inspiration intérieure. C'est en ce sens qu'elle devient, je cite, la doctrine plus fondamentale et la plus mystique de toutes. Dans la mesure où il conçoit les philosophes créateurs comme un symbole même de la vie, Nietzsche entend que c'est à lui de donner au monde sa signification. Voilà pourquoi il lui confère, entre guillemets, une monstrueuse divinisation. Persuadé que de toutes les tendances fondamentales de Nietzsche, aucune n'était plus profondément ancrée en lui que son instinct religieux, Lou Andreas Salomé a été amené à souligner les aspects mystiques aussi bien de son caractère que de sa pensée. Elle fait ainsi une lecture singulière de certains thèmes centraux de sa réflexion. À ses yeux, je cite, toutes les théories de Nietzsche ont jailli du besoin de trouver sa propre rédemption, du désir de donner à sa vie intérieure, toujours mobile et souffrante, ce soutien et cet appui que les croyants trouvent en Dieu. Fin des citations. Ces passages illustrent bien les points de départ de Lou Andrea Salomé dans son livre. En adoptant un abordage psychologique, elle s'efforce de comprendre les éventuelles contradictions présentes dans les textes de Nietzsche comme une manifestation de ses conflits personnels.
De ce fait, Lou ne s'attarde pas dans son ouvrage sur des considérations théoriques. Il est vrai qu'elle indique l'importance que Nietzsche accorde à la théorie de la connaissance, les études qu'il consacre aux sciences expérimentales, l'attirance qu'il éprouve pour le positivisme. Nous ne pouvons pas oublier que ce sont des aspects de son parcours intellectuel qui, pendant longtemps, n'ont pas été pris en compte par les commentateurs. D'ailleurs, Lou a été l'une des premières à avoir recours à une périodisation des textes de Nietzsche. À son avis, il pourrait être divisé en 3 périodes. La métaphysique de l'artiste sous l'emprise de Schopenhauer et de Wagner, la phase de l'esprit libre sous l'influence du positivisme, et à partir d'Ainsi parlait Zarathustra, la dernière période où se montre son activité créatrice. Mais il nous faudrait tout de même souligner que Lou ne poursuit pas le but d'inscrire Nietzsche dans l'histoire de la philosophie, ni d'approfondir l'analyse de ses concepts. L'autrice de la caractérisation du philosophe ne veut pas non plus s'attarder sur les faits de sa vie privée. Il est vrai que tenant compte du contact étroit qu'elle a eu avec Nietzsche au cours de l'année 1882, Lou Andrea Salomé élucide des passages importants de son existence. Elle éclaircit plusieurs aspects des relations qu'il a établies avec Wagner et Paul Rée et s'emploie surtout à examiner les transformations qu'il a subies du fait de la solitude et de la maladie. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer qu'elle n'essaye pas de faire un récit objectif des faits de sa vie ni de son parcours intellectuel. Lou Andrea Salomé et Friedrich Nietzsche sont, semble-t-il, d'accord sur un point fondamental. L'un et l'autre entendent que la vie et l'œuvre se trouvent mêlées. Dans les premières pages de son livre, Lou met en lumière sa façon de procéder. Je cite, « Si la tâche du biographe est effectivement d'expliquer les penseurs par l'homme, jamais cette méthode ne s'est mieux appliquée qu'à Nietzsche, car chez aucun autre écrivain, nous ne voyons l'œuvre adhérer aussi étroitement à la biographie intérieure. » D'autre part, dans les textes de Nietzsche, il est frappant de noter que la vie et l'œuvre s'y mêlent. Mais ce n'est pas parce que ces textes constituent les récits d'une existence, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'ils exhibent des itinéraires, des chemins, des déviations, ou parce qu'ils racontent des événements, des aventures, des intrigues, ou parce qu'ils décrivent des expériences vécues. En somme, ce n'est pas parce que ces textes auraient un caractère informatif. En fin de compte, dans l'optique nietzschéenne, toute information serait partielle puisque donnée à partir d'une perspective déterminée. Il n'est pas possible d'avoir un point de vue privilégié sur nous-mêmes. Nous sommes entièrement impliqués dans nos propres vies. Prétendre faire un récit objectif, neutre et impersonnel de sa propre existence impliquerait de s'exclure du texte. À la limite, nous pouvons affirmer que tous les écrits sont autobiographiques, que toute pensée met en lumière une existence. Dans Friedrich Nietzsche, à travers ses œuvres, Lou Andrea Salomé fait figurer, en guise de préface, le premier paragraphe d'une lettre que Nietzsche lui avait adressée le 16 septembre 1882. Je cite, « Votre idée de ramener les systèmes philosophiques aux actes personnels de leurs auteurs est vraiment l'idée d'une âme sœur. Moi-même, à Bâle, j'ai enseigné dans ce sens l'histoire de la philosophie antique et je disais volontiers à mes auditeurs, ce système est réfuté et mort, mais la personne qui se trouve derrière lui est irréfutable. La personne, il est impossible de la tuer. » En fait, ici, je vous apporte la traduction française légèrement modifiée. Parce que selon la traduction française, on lit personnalité au lieu de personne. Mais si on regarde les textes originaux de la lettre de Nietzsche et aussi les textes originaux du livre de Lou Andrea Salomé, on verra bien que c'est les mots personne, personne et non personnalité qui y figurent.
D'ailleurs, en ce qui concerne le premier chapitre du livre, selon la traduction française, il est intitulé « Sa personnalité ». Selon le texte original de Lou Andreas Salomé, nous allons trouver les mots « Wesen ». Et là, on revient précisément à ce qu'on disait tout à l'heure sur le mot « être ». Je reprends donc. C'est ce passage, le passage de la lettre que Nietzsche avait adressée à Lou Salomé le 16 septembre 1882, c'est ce passage qu'elle compte prendre comme pensée directrice de son livre sur les philosophes. Son but est de faire apparaître les traits essentiels de son caractère pour essayer de comprendre l'essence profonde et l'évolution de sa philosophie. À ses yeux, on trouve dans sa pensée un élément de confession qui serait déterminant. C'est en ce sens d'ailleurs qu'elle lit les premières lignes du 6e paragraphe de Par-delà bien et mal qui a été évoqué au début de notre journée par Emmanuel Salinski. Je cite donc le 6e paragraphe de Par-delà bien et mal. Peu à peu s'est révélé à moi ce qui fut toute grande philosophie jusqu'à présent, à savoir l'autoconfession de son auteur et des sortes de mémoires involontaires et inaperçues. Il faudrait tout de même rappeler que la suite de ces paragraphes apporte d'importantes élucidations de la manière de comprendre l'idée d'autoconfession. Je cite, « C'est lui qui examinera les instincts fondamentaux de l'homme afin de se faire une idée du degré précis auquel ils peuvent être entrés en jeu ici, en tant que génies inspirateurs, ou démons, ou farfadets, trouvera qu'ils ont déjà, tous autant qu'ils sont, de fait, ils ont déjà fait de la philosophie un jour. » Ce passage est révélateur de l'attitude de Nietzsche envers la réflexion philosophique à mains égards. Ici, il laisse entendre que toute grande philosophie est une autoconfession malgré son auteur, car ce sont ses pulsions qui s'y expriment à travers les mots. Bien mieux, ce sont elles qui prennent la parole. Bref, pour tout dire, ce sont ses instincts qui philosophent. C'est plutôt en ce sens que toutes les grandes philosophies se présentent comme des sortes de mémoires involontaires et inaperçues. En accord avec cette position, nous pouvons affirmer que ce n'est pas en mettant son existence de côté que Nietzsche élabore son œuvre, mais celle-ci est partie intégrante de sa vie. Il fallait cette vie pour qu'il y ait cette œuvre, mais cette vie ne se réduit pas à une configuration psychologique individuelle ou à un monde intérieur spécifique. Laissons là M. Nietzsche, qu'il nous importe que M. Nietzsche ait retrouvé la santé, peut-on lire dans la préface du Gai Savoir. Singulières, les expériences vécues de l'auteur du livre ne sont pas individuelles. C'est une forme de vie donnée, une condition physio-psychologique déterminée qui s'exprime dans ces textes. Lou Andreas Salomé était bien consciente des transformations subies par Nietzsche. D'une part, dans le 3e chapitre de son livre, elle s'efforce de montrer que dans la dernière phase de sa philosophie, Nietzsche est un animé d'un, entre guillemets, d'un vif désir de libérer ses instincts. Mais de l'autre, fidèle à la pensée directrice de sa caractérisation du philosophe, elle essaye de dévoiler les traits du caractère de l'individu Nietzsche. En 1894, consciente des répercussions de sa pensée et sensible aux déformations que subissent ses idées, elle décide de publier l'ouvrage Frédéric Nietzsche à travers ses œuvres. Il importe ici de souligner qu'elle écrit son livre, selon ses mots, en une totale indépendance d'esprit, comme elle-même consigne dans Ma vie. Les éléments réunis jusqu'à présent nous permettent donc d'affirmer que quant à la question de la relation entre la vie et l'œuvre, Lou n'était pas tout à fait la disciple que Nietzsche souhaitait tant avoir.
Je passe au deuxième point de mon intervention. Reste la question de savoir jusqu'à quel point Lou Andreas Salomé est une continuatrice de la pensée nietzschéenne en ce qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes. Pour apporter une première réponse à cette question, rien de mieux que se tourner vers un passage de son essai « L'humanité de la femme ». Lou y indique qu'il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme. Il s'agit de deux styles de vie, deux manières d'amener la vie à son épanouissement, bref, deux mondes qui ne doivent pas être conçus comme complémentaires. Tout autant que l'homme, la femme est autonome, tandis que grâce à la spécialisation de ses énergies, l'homme peut atteindre les buts qu'il poursuit, la femme dépense ses forces comme une manifestation des totalités de la vie. Voilà pourquoi l'essence de la féminité, et Lou Andreas Salomé emploie le mot essence, l'essence de la féminité réside dans son énergie créatrice. Nietzsche, à son tour, refuse d'essentialiser la femme. Il compte présenter les diagnostics des cas singuliers et pour ce faire, il espère évaluer différents types. Étroitement liés au procédé généalogique, la typologie ne vient pas seulement discréditer l'idée de nature humaine, elle vient discréditer aussi l'idée d'essence féminine. Insérées dans un tel contexte, les considérations de Nietzsche sur le comportement féminin ne visent pas la femme d'une façon générale, et moins encore la femme en soi. Il importe de noter que Lou Andreas Salomé et Friedrich Nietzsche adoptent dans une certaine mesure des positions divergentes comme point de départ de leurs investigations. Lou Andreas Salomé s'efforce de saisir l'essence féminine, mais, cela est très important, elle n'oublie pas de signaler que le concept de femme englobe les qualités les plus inconciliables. Dans l'essai intitulé « L'érotisme », elle écrit, je cite, « La femme est toujours la contradiction incarnée, pour autant que selon sa vocation créatrice, elle porte en elle la vie même. » Nietzsche, de son côté, s'emploie à examiner plusieurs types de femmes et ne manque pas d'appréhender chacun dans sa singularité. Dans les seconds livres du Gai Savoir, il jette la lumière sur les femmes les plus variées, celles qui sont procréatrices, dociles, obéissantes, mais aussi arrogantes, vindicatives, volages. Néanmoins, Lou et Nietzsche se mettent d'accord sur un autre point, l'importance de la création chez la femme. Si Lou Andreas Salomé affirme que la maternité est symbole de l'âme féminine, Nietzsche envisage la capacité d'engendrer comme l'une des plus importantes capacités de la femme. L'un et l'autre élaborent par extension l'idée des grossesses spirituelles ou des gestations intellectuelles. Entendant que l'artiste de sexe masculin se trouve proche de la femme, Lou indique qu'il a des qualités féminines, puisqu'il est, lui aussi, un créateur. Attribuant la capacité d'engendrer à un certain type d'hommes, Nietzsche oppose les contemplatifs aux hommes des sciences qui sont stériles. C'est la grossesse qui départage ces deux types. Nous ne pouvons pourtant pas oublier que ce n'est pas de la même manière que Lou Andreas Salomé et Friedrich Nietzsche conçoivent la maternité. Dans l'érotisme, l'autrice élucide qu'en tant qu'un acte créateur, la maternité ne s'achève pas au moment de la naissance de l'enfant. Bien au contraire, elle dure toute la vie dans la mesure où, en plus de son corps, la femme veut faire don de son âme. Et elle le fait, je cite, non pas pour prolonger son existence physique en l'enfant, même plus pour imprimer psychiquement en lui sa propre image. D'autre part, les premiers textes de Nietzsche révèlent que c'est à partir de sa connaissance du monde grec
qu'il a formé sa conception de la femme. À la femme était attribuée la tâche d'aider l'homme à se reposer et à récupérer ses forces. Vivant dans l'obscurité, il lui incombait de s'occuper de son foyer. Dans Humain, trop humain, Nietzsche dessine le contour d'une civilisation virile. C'est le titre donné à cet aphorisme. Et n'hésite pas à affirmer, je cite, que les femmes n'avaient d'autre devoir que d'enfanter des beaux corps puissants ou continuer à vivre aussi intact que possible le caractère paternel. Andrea Salomé et Friedrich Nietzsche ne pourraient donc pas s'entendre sur les caractéristiques masculines et féminines. Dans l'optique saloméenne, tandis que l'homme renonce à harmoniser les aspects les plus divers de son être pour atteindre ses objectifs, la femme se révèle capable de tout concentrer dans le domaine de l'amour, puisque tout son être trouve son unité dans un principe unique. D'où il s'ensuit que la femme est bien au-dessus de l'homme, un point de valeur capitale pour la vie. Dans la perspective nietzschéenne, en revanche, pour la femme, l'homme n'est qu'un moyen ayant en vue son but, la grossesse. Pour l'homme, la femme est un jouet dangereux qui désire, car il n'aime que le jeu et les dangers. Tandis que l'homme doit être élevé pour la guerre, la femme doit s'occuper des enfants. Bref, l'homme est destiné à être autonome. La femme a besoin d'obéir, de sorte qu'elle n'est rien d'autre qu'une figure de l'hétéronomie. Il n'est pas sans intérêt de noter que Andrea Salomé et Friedrich Nietzsche critiquent l'importance exagérée qu'on confère à la réalisation de l'idéal amoureux. L'un et l'autre estiment qu'il s'agit d'une exagération féminine. Mais une fois de plus, ce n'est pas de la même manière qu'ils envisagent cette question. Du point de vue de Andrea Salomé, puisque toutes nos forces n'arrivent à leur plein épanouissement qu'aux dépens les unes des autres, à partir du moment où on attribue trop d'importance à l'idéal amoureux, on oublie, je cite, que des réalisations suprêmes impliquent déjà par elles-mêmes le renoncement à toute harmonie possible. De la perspective de Nietzsche, les femmes ont d'abord idolâtré l'amour, mais en s'habituant aux images idéalisées qu'elles en ont créées, elles se sont laissées prendre au piège de leurs propres idéalisations. Les femmes sont donc plus dupes que les hommes dans le commerce amoureux. Mais ce n'est pas parce que les femmes ont pour but de cultiver l'amour qu'elles en construisent des images idéalisées. Elles s'élancent dans des idéalisations de l'amour parce qu'elles ne cherchent qu'à exercer leur puissance sur les hommes. Il est hors de doute que Andrea Salomé et Friedrich Nietzsche adoptent deux conceptions distinctes de l'amour. Dans l'essai Réflexion sur les problèmes de l'amour, l'autrice pense que l'amour et la création sont dans leurs racines identiques. Toute création est un acte d'amour. L'œuvre créée surgit de l'amour provoqué par son objet. Tout amour est un acte de création. Entamé par l'être aimé, la volonté de créer est réalisée par amour d'elle-même et non de lui. De ce fait, les êtres humains qui aiment ne s'oublient pas eux-mêmes, bien au contraire, ils demeurent entièrement eux-mêmes dans l'accord de tout leur pouvoir. Rien ne met donc plus en danger l'amour que le moment où l'être humain qui aime veut incarner pour l'autre bien plus qu'une médiation, soit parce qu'il veut accaparer l'autre, soit parce qu'il veut s'adapter à l'autre. Dans les deux cas, il s'agit d'une transformation de l'un, un parasite, de l'autre. C'est en ce sens que Andrea Salomé affirme, je cite, « L'homme de nos jours sait déjà mieux
que des êtres humains ne se possèdent jamais l'un l'autre, qu'ils s'égagnent ou se perdent à chaque moment de leur vie, et que l'amour n'existe, s'il existe, que dans son action réelle et spontanée. Nietzsche s'attache par contre à examiner l'étroite relation entre l'amour et la puissance. Peu importe de quelle sorte d'amour il s'agit, il révèle toujours un désir de possession. Peu importe s'il s'agit de l'amour du savoir ou de la vérité, là où il y a de l'amour, il y a aussi de la convoitise. Mais c'est surtout dans le cadre du commerce amoureux entre deux personnes de sexes différents que l'amour se montre plus clairement comme une inspiration à s'emparer de l'autre. L'amoureux veut se rendre maître de l'être qu'il aime parce qu'il vise à les dominer. Les désirs de possession apparaissent donc comme un mobile visant à accroître la puissance. D'un par-delà bien et mal, Nietzsche s'exprime sur la manière dont l'homme doit envisager la femme. Je cite, un homme, au contraire, qui possède la profondeur, ne pourra jamais considérer la femme que de manière orientale. Il lui faut concevoir la femme comme une possession, comme un bien qui l'on met sous clé, comme quelque chose qui est prédestiné à servir et trouve là son accomplissement. Parce qu'ils adoptent deux conceptions distinctes de l'amour, Andrea Salomé et Nietzsche ne pourraient pas s'accorder sur la façon de concevoir le mariage. Dans l'érotisme, l'autrice s'emploie à montrer que là où commence l'union matrimoniale, finit l'ivresse amoureuse. Tandis que l'ivresse amoureuse n'est pas destinée à durer, l'union matrimoniale n'est possible que grâce à une volonté qui vise se perpétuer. À son avis, l'élément le plus décisif dans la formation d'une union conclue pour toute la vie est l'amour au sens érotique du mot. Voilà pourquoi l'engagement intérieur de deux êtres humains qui veulent se lier est beaucoup plus important que l'approbation de l'État ou de l'Église. Contrastant avec ce qui se passe dans l'ivresse amoureuse, le bon et le mauvais sont valorisés dans l'union matrimoniale en vue de cette fin ultime qu'est la pleine communauté des vies. Je cite, « Être l'un pour l'autre époux, cela peut signifier tout à la fois, amants, frères et sœurs, refuge, but, receleur, juge, ange, ami, enfant, plus encore, avoir le droit de se tenir l'un en présence de l'autre dans toute la nudité et toute la misère de la créature. » À la différence de Andrea Salomé, Friedrich Nietzsche pense que le mariage ne doit pas être contracté par amour, puisqu'en général, il y a une personne qui aime et l'autre qui est aimé. C'est en tant que facteur de déséquilibre que ces sentiments apparaissent dans le commerce amoureux. À son avis, pour réussir, il faudrait que les mariages ne soient pas envisagés selon sa conception habituelle. L'association entre deux êtres de sexes différents devrait être conçue comme une relation de convenance qui serait basée sur des liens amicaux. Dans cette optique, l'union matrimoniale ne devrait inclure des relations sexuelles qu'ayant en vue la procréation. Il vaudrait mieux que les conjoints n'en viennent pas à partager le même espace, car l'excès d'intimité serait nuisible à la vie conjugale. Envisagé comme une longue conversation, ce contrat qui impose toutes sortes de contraintes à l'homme aurait un seul but, celui de contribuer à son progrès intellectuel. Tandis que Andrea Salomé considère les mariages du point de vue des processus intérieurs chez l'homme et chez la femme, Nietzsche l'envisage
à partir de ce qu'il peut apporter à l'homme dès l'extérieur. Néanmoins, nous ne pouvons pas nous empêcher de rappeler que Lou Andrea Salomé et Friedrich Nietzsche s'accordent sur le mouvement de l'émancipation féminine. L'un et l'autre entendent que la femme qui veut égaler l'homme commet une erreur de calcul. Mais ce ne sont pas les mêmes raisons qui les conduisent à s'opposer à la lutte des femmes pour l'égalité des droits. Aux yeux de Lou, embrasser par exemple une carrière professionnelle forcerait la femme à sortir d'elle-même. Au lieu, je cite, d'élargir constamment son être sans jamais dévier de sa totale harmonie avec elle-même, la femme tomberait dans les pièges de se libérer aux dépens du reste de son être. Du point de vue de Nietzsche, cherchant à acquérir des droits, la femme réduit sa sphère d'influence et néglige les armes qui lui ont permis de remporter tant de victoires. Je cite, « Sa sagesse et son art, ceux de la grâce, du jeu, du secret de dissiper des soucis, d'alléger et de prendre les choses avec légèreté, sa subtile adresse a suscité d'agréables désirs. » Dans l'optique saloméenne, les mouvements de l'émancipation féminine ne contribuent pas à l'épanouissement de la femme puisqu'ils l'éloignent de ce qui lui est fondamental. Dans la perspective nietzschéenne, ces mouvements ne concourent pas à la satisfaction de l'homme dans la mesure où il empêche la femme de répondre à ses attentes. Dans le premier cas, on exhorte les femmes, je reviens à un passage de Lou Salomé, je cite, « On exhorte les femmes à se comprendre aussi passionnément et aussi profondément qu'il se peut dans leurs différences, c'est souligné, avec l'homme, et tout d'abord exclusivement dans cette différence. » Dans le second, on incite les hommes à maîtriser les femmes qui cherchent leur indépendance, car ceux qui sont destinés à commander, les hommes, doivent conserver la place qui leur revient. Il importe de noter que si Lou Andrea Salomé n'adhère pas au mouvement d'émancipation féminine pour l'égalité des droits, elle n'hésite pas à plaidoyer en faveur de l'égalité des valeurs de l'homme et de la femme. Ce n'est donc pas un hasard si elle pense que c'est une erreur d'envisager la femme comme rien d'autre qu'un appendice de l'homme, ou de considérer que chez elle, la maternité n'est rien qu'une réception passive. En revanche, prônant une idée conservatrice de la relation entre les hommes et les femmes, Friedrich Nietzsche critique durement les femmes qui veulent s'émanciper. Il estime que la femme a la même condition que l'enfant dans le contexte social. Aucun des deux ne peut être assimilé à l'homme. Nous sommes donc en mesure d'affirmer que les considérations de Lou Andrea Salomé sur la relation entre les hommes et les femmes vont bien au-delà de celles de Friedrich Nietzsche. Tandis qu'elle dévance en certains points son époque, il retrouve les gestes d'exclusion caractéristiques de la modernité. Lou Andrea Salomé ne s'est donc pas révélée l'héritière qui Friedrich Nietzsche avait tant désirée. Je vous remercie pour votre attention.